C'est une histoire de gros sous, qui implique des laboratoires pharmaceutiques et le monde de la politique. Elle a commencé il y a une vingtaine d'années. Nous avons mené l'enquête auprès des victimes et de leurs proches, hantés par de douloureux souvenirs. Nous voici à Plauen, dans l'est de l'Allemagne. Le récit de la femme que nous allons rencontrer est édifiant. La mère de Karin Forner était sous traitement médical depuis le milieu des années 80 pour dépression. On lui prescrivait régulièrement des médicaments qui ont eu longtemps un effet positif. Ma mère était une personne calme, gentille avec tout le monde et très aimée, aussi bien de toute la famille que des clients de leur magasin. Après la retraite, les dépressions ont commencé. Nous sommes allés consulter, bien sûr. Un jour où il était urgent de la réhospitaliser, j'ai appelé son médecin pour lui exposer la situation. Elle m'a dit « D'accord, mais nous n'avons pas de place pour le moment. » Mais une étude est en cours chez nous actuellement. Et si votre mère y participait, je pourrais l'hospitaliser. J'étais tellement démunie que j'ai accepté sans lui demander ce que cachait ce terme d'étude. Ce que propose le médecin est en fait un marché, un lit contre une participation à une étude clinique. Ellie Schneider, la mère de Karin Forner, est hospitalisée. Mais là, contre toute attente, son état empire à vue d'œil. J'interrogeais son médecin chaque jour, et chaque fois, elle me donnait la même réponse évasive. Je lui disais que je n'y comprenais rien, que d'ordinaire, quand ma mère venait se faire soigner, on notait une petite amélioration dès le 2e ou le 3e jour. Or là, c'était de pire en pire. Karin Forner s'inquiète pour la vie de sa mère. Elle ne comprend pas pourquoi elle va si mal. J'avais très peur, car ma mère déclinait à vue d'œil et je m'attendais au pire. Chaque fois que le téléphone sonnait, je redoutais une terrible nouvelle. Pour moi, son état était critique. Ellie Schneider perd beaucoup de poids. Il est presque impossible de communiquer avec elle. Jour après jour, Karin observe, impuissante, le déclin de sa mère. Puis un dimanche, le médecin de garde entre dans la chambre et me demande « Savez-vous quel médicament prend votre mère ?» Je lui dis « Je sais qu'elle participe à une étude. » Il acquiesce. Puis nous nous regardons et je dis « Comme cobaye ?» J'étais hors de moi. Karin Forner rentre chez elle très choquée. C'est là seulement qu'elle réalise à quel point sa mère est en danger. Le lendemain, j'appelle son médecin traitant et j'exige qu'elle arrête immédiatement ce traitement et revienne à l'ancien médicament. Elle me répond « Si vous y tenez, nous n'avons pas le choix. » Ellie Schneider retrouve le traitement qui a fait ses preuves. Mais cette étude continue de hanter Karin Forner. À la faveur de la chute du mur, elle parvient à mettre la main sur le dossier médical de sa mère. Elle y découvre le nom d'un médicament qu'elle ignorait jusque-là, la brofaromine. Brofaromine. Nous consultons les listes de médicaments, mais en vain. Une revue spécialisée finit par nous éclairer. Dans la rubrique « Mise en garde », nous découvrons que dans les années 80, le groupe suisse Ciba-Geigy a testé la brofaromine comme antidépresseur. Et apparemment, c'est en Allemagne de l'Est que le groupe a trouvé des sujets d'expérimentation pour les essais cliniques. L'étude à laquelle a participé Ellie Schneider, bien malgré elle, était-elle un cas isolé en RDA? Nous décidons d'interroger Ulrich Möbius.
Dans les années 80, ce médecin allemand, connu pour ses prises de position contre le lobby pharmaceutique, s'est intéressé de près aux essais cliniques à Berlin-Est. Nous lui soumettons nos recherches. Je trouve étonnant que l'on découvre maintenant que c'était une pratique courante à l'époque, de tester de nouveaux médicaments sur des patients de la zone Est, c'est-à-dire en République démocratique allemande. Une pratique courante. Des dossiers est-allemands jusqu'ici secrets le prouvent. On y trouve une liste d'essais cliniques effectués pour des entreprises de l'Ouest. L'étude sur la brofaromine y figure, tout comme le nom du responsable de l'étude à l'Est, à Plauen. Nous voulons lui parler, mais il refuse de répondre à nos questions par téléphone. Nous nous rendons sur place pour tenter de déterminer quelles étaient les conditions de mise en œuvre de ces essais. Was sagen Sie denn dazu, dass da Medikamententests gemacht worden sind? Sie lesen das heute in der Pressemitteilung. Sie haben eine bekommen. Und wollen sich dazu nicht weiter äußern? Es gab ja schließlich auch Opfer. Es gab keine Opfer. Es gab keine Opfer. Tandis que l'ancien responsable de l'étude minimise l'affaire, dans son communiqué de presse, la clinique de Plauen renvoie aux institutions compétentes de l'époque. Il nous faut donc interroger le groupe pharmaceutique Ciba-Geigy, rebaptisé Novartis. La réponse est lapidaire. Novartis ne peut faire aucun commentaire sur des dossiers datant des années 80. Notre enquête piétine. Des questions brûlantes restent sans réponse. Pourquoi les études de médicaments pour l'Ouest se faisaient-elles précisément en RDA? Quels étaient les intérêts en jeu? Et pourquoi tant de laboratoires pharmaceutiques ouest-allemands œuvraient-ils en RDA? Pendant longtemps, l'Allemagne de l'Ouest n'a imposé quasiment aucune restriction en matière d'essais cliniques. Dans les faits, la première loi sur les médicaments de 1961 ne protège pas les patients. Il n'y a aucun contrôle. Le scandale de la thalidomide, commercialisé en Allemagne sous le nom de Contergan, en est un parfait exemple. Volker Hess, professeur à l'université Humboldt de Berlin, nous rappelle les faits. L'affaire de la thalidomide est profondément ancrée dans les esprits, du moins à l'Ouest. Elle était vendue au départ comme un somnifère destiné aux femmes enceintes. Rapidement, les ventes ont explosé et fait la fortune de Grünenthal, le fabricant. C'est après sa mise sur le marché que l'on a découvert qu'elle provoquait de graves malformations fœtales. Fehlbildungen bei Neugeborenen führt. Pourtant, il faudra encore une quinzaine d'années aux législateurs pour fixer les conditions de réalisation des essais cliniques avant leur commercialisation et protéger les sujets participant aux études. Dans les années 70, les patients étaient des proies faciles. Les médecins pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et il n'y avait aucune obligation de les informer, comme aujourd'hui. Parfois, ils ignoraient même ce qui se passait et faisaient l'objet d'expérimentations à leur insu. Ils pensaient être traités de manière conventionnelle, alors qu'en réalité, ils servaient de cobayes, entre guillemets. En 1976, enfin, le Parlement ouest-allemand adopte une loi qui réglemente la mise en œuvre des essais cliniques. Et avec elle, les droits des sujets participants. L'industrie pharmaceutique redoute que ce durcissement des règles ne rende les essais plus coûteux. La RDA a-t-elle alors proposé ses services aux fabricants de médicaments de l'Ouest pour des essais nettement moins réglementés et à moindre frais? Nous avons entendu parler d'une autre série de tests à Dresde. Nous voulons en savoir plus. Une femme, aujourd'hui veuve, a vécu dans cette ville une période très douloureuse avec son mari. Avril 1989, victime d'un infarctus, Gerhard Lehrer est transporté à l'hôpital où on l'examine et on le traite. Malheureusement, l'histoire prend un tour inattendu. Il a été soigné là-bas pendant 3 semaines environ.
Le médecin-chef m'a dit alors que les gélules qu'il lui prescrivait ne se trouvaient pas en pharmacie, que lui seul pouvait les lui procurer. Apparemment, c'était un médicament très particulier. Et mon mari espérait qu'il lui serait bénéfique. Le médicament semble agir. Gerhard Lehrer va mieux et quitte l'hôpital début juin. Il retourne régulièrement à la clinique pour des examens. Mais soudain, après 8 semaines de traitement avec ces gélules inconnues, c'est le drame. Hospitalisation d'urgence le 26 juillet 1989 à 10 h dans le service 44. Un télégramme qui fait l'effet d'une bombe. Les résultats des analyses sont inquiétants. Gerhard Lehrer subit de nouveaux examens. Il ne montre aucune amélioration de son état. On lui demande de stopper immédiatement son traitement et de restituer toutes les mystérieuses gélules. Il ne lui en restait que 2 boîtes. Lui-même a été persuadé jusqu'au bout que ces gélules avaient aggravé son état. Alors il ne les a pas rendus, il les a conservés précieusement. Et plus tard, il me les a donnés en me disant « Garde-les bien, elles te serviront peut-être ». L'épouse de Gerhard Lehrer a conservé ses médicaments. Une aubaine car nous découvrons au dos des boîtes un numéro qui figure aussi dans nos documents. Il nous met sur la piste d'une série d'essais de grande envergure menés en RDA à la fin des années 80 par la société ouest-allemande Höchst. Il s'agissait d'explorer de nouveaux domaines d'application pour un médicament nommé Ramipril. Mais chez Gerhard Lehrer, il a manifestement eu un effet négatif. Pourquoi? Nous faisons analyser ces gélules par Jörg Radmann, directeur de l'Institut de chimie pharmaceutique de l'Université de Leipzig. Que contiennent-elles? Peut-on encore y déceler la substance active? Le scientifique nous confirme que si ces gélules renfermaient du Ramipril au départ, on doit pouvoir en retrouver la trace. Il analyse leur contenu au moyen de méthodes ultramodernes et obtient un résultat surprenant. Nous avons analysé l'échantillon de l'étude clinique. Nous n'y avons pas trouvé de Ramipril, ni même de résidus après toutes ces années. Nous pouvons en déduire avec une forte probabilité qu'il n'y avait pas de substance active dans cet échantillon et que le patient faisait partie du groupe de contrôle, du groupe placebo. Stupéfiant. Autrement dit, selon le professeur Radmann, Gerhard Lehrer n'était pas traité. Alors qu'il était très malade, on ne lui donnait qu'un placebo, un ersatz de médicaments. Gerhard Lehrer, malade du cœur, risquait donc la mort. Un patient gravement malade qui se trouve dans un groupe placebo est exposé à un risque plus élevé, d'infarctus par exemple, ou d'attaque cérébrale. Le professeur Johannes Schweitzer est l'un des médecins qui s'occupait de Gerhard Lehrer à l'époque. Il est prêt à répondre à nos questions. Aujourd'hui, il est cardiologue en chef à la clinique de Chemnitz. Nous lui exposons le fruit de nos recherches.